Dans un liquide, les molécules ont une certaine liberté de mouvement parce qu'elles ne sont pas compactées comme dans un solide. Avec cette liberté de mouvement s'accompagne la possibilité de faire des collisions plus ou moins fortes avec ses voisins. Ces collisions permettent le transfert d'énergie entre les molécules et de ce fait, certaines en acquièrent même suffisamment pour pouvoir quitter la phase liquide vers la phase gazeuse. Remarquez que ce sont les molécules qui possèdent le plus d'énergie qui s'évaporent en premier, ce qui laisse une énergie globale plus faible dans le liquide. On observe donc une diminution de température quand le liquide s'évapore jusqu'à ce que les molécules résiduelles dans l'état liquide gagnent à leur tour suffisamment d'énergie pour, elles aussi, s'évaporer. C'est ce phénomène qui se produit quand on sue lorsqu'on a chaud. La sueur qui perd sur notre peau peut s'évaporer après avoir absorbé une partie de la chaleur du corps et laisser une sensation rafraîchissante. Quand un liquide s'évapore, les molécules gazeuses exercent une pression vers le haut, appelée pression de vapeur. Regardons par exemple l'image suivante. On remarque qu'on a placé une certaine quantité d'eau liquide dans une bouteille fermée avec un bouchon sur lequel on a placé un manomètre afin de mesurer la pression de la vapeur dans la bouteille. Au départ, les molécules d'eau qui ont suffisamment d'énergie s'évaporent et commencent à s'accumuler au-dessus du liquide, ce qui fait grimper régulièrement la pression de la vapeur. Mais après un certain temps, l'accumulation de cette vapeur d'eau est telle que les molécules à l'état gazeux commencent à retourner à l'état liquide, même si l'évaporation continue. C'est ce qu'on observe au centre. On obtient alors un équilibre liquide-vapeur où la vitesse d'évaporation devient égale à celle de condensation. À partir de ce moment, chaque molécule d'eau liquide qui s'évapore est remplacée par une autre qui se recondense au même rythme. Le nombre de molécules d'eau dans la vapeur ne varie plus tant qu'on garde la température constante. Et la pression exercée par la vapeur au moment où on a atteint cet équilibre s'appelle la tension de vapeur, que d'autres aussi appellent pression de vapeur saturante, parce qu'elle représente la pression maximale de vapeur qu'on peut former à une certaine température. Notez que le symbole utilisé pour représenter la pression de vapeur est P majuscule, alors que la tension de vapeur est plutôt le P0. Qu'arrivera-t-il si on augmente la température dans le récipient? Si on se rappelle bien, plus on augmente la température, plus il y a de molécules liquides qui auront assez d'énergie pour passer à l'état gazeux. Dans ce cas, la pression dans mon récipient augmentera. C'est ce qu'on observe sur cette figure. Et si on avait plutôt abaissé la température, c'est le phénomène inverse qui aurait été observé, soit moins de molécules dans la vapeur et une plus faible pression de vapeur. C'est pourquoi lorsqu'on indique une tension de vapeur pour un composé, on doit toujours spécifier à quelle température elle a été mesurée. Par exemple, voici comment varient les tensions de vapeur de l'eau. On définit le point d'ébullition normal d'un liquide comme la température à laquelle sa tension de vapeur atteint la valeur de la pression atmosphérique normale, soit 101,3 kPa, lorsque mesurée au niveau de la mer.